Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle exploration. Je suis ravie de lancer cette plongée au cœur du savoir où on prend une sélection de textes pour vraiment en extraire l'essence. Bonjour, et je suis prêt pour la mission du jour qui est assez colossale. Ah, ça c'est clair. Aujourd'hui on s'attaque à un véritable monument, un des philosophes les plus denses de l'histoire, Immanuel Kant. Oui, juste le nom fait fuir pas mal de monde en général. C'est ça. Mais l'idée ici, c'est pas du tout de faire un cours magistral ennuyeux. On va s'appuyer sur des extraits du livre de Francis Métivier, Kant à la plage, la raison pure dans un transat. Un excellent point de départ pour décortiquer tout ça. Exactement. Le but, c'est de démystifier cette pensée complexe et en fait de voir comment elle regorge de sagesse très pratique. Des choses qu'on peut appliquer à nos décisions quotidiennes et à notre vision du monde. Tout à fait. Et pour planter le décor, il y a cette anecdote vraiment fascinante sur les habitudes de vie de Kant que je voulais partager avec ceux qui nous écoutent. Ah oui, l'anecdote du déjeuner. Voilà. Kant, c'est un homme qui n'a pour ainsi dire jamais quitté sa ville de Königsberg. Il avait un emploi du temps d'une rigidité militaire, genre les voisins réglaient leur montre sur sa promenade quotidienne, C'est dire le niveau de précision du personnage. et pourtant, cet homme refusait catégoriquement de manger seul. Ce qui semble un peu paradoxal pour un solitaire. Ben oui, sa théorie, c'était que manger seul pousse à manger trop vite, ce qui ruine la digestion, parce que la digestion réclame de la conversation. C'est une approche très pragmatique. Du coup, il envoyait son serviteur, un certain Lampe, avec une mission très spéciale. Il devait descendre dans la rue, aborder un passant totalement au hasard, et l'inviter à déjeuner à la table du grand philosophe. C'est incroyable quand on y pense. Et ce déjeuner convivial avec un parfait inconnu cueilli dans la rue, c'est en fait un véritable laboratoire anthropologique à domicile. Un laboratoire de la nature humaine avec la purée et le rôti, quoi. C'est exactement ça. Kant, derrière sa réputation de penseur hyper austère, il se servait de ces moments pour confronter sa pensée à la vraie vie, en direct. Et de ces conversations de table, on peut d'ailleurs tirer les 4 grandes questions fondamentales qui structurent vraiment toute son œuvre. Les fameux 4 piliers. Voilà. La première question, c'est que puis-je savoir? Ça, c'est le domaine de la métaphysique. Ok. La deuxième, que dois-je faire? Là, on entre de plein pied dans la morale. C'est la partie pratique. Oui. Ensuite, la troisième, que m'est-il permis d'espérer? C'est la question de la religion. Et enfin, la question ultime, celle qui englobe en fait toutes les autres, qu'est-ce que l'homme? Et là, on est dans le grand domaine de l'anthropologie. Tout l'édifice qu'on tient repose là-dessus. Bon, décortiquons tout ça en commençant par le premier pilier, la métaphysique. Kant a écrit un ouvrage au titre qui, on va pas se mentir, fait frémir des générations d'étudiants, La critique de la raison pure. C'est un titre qui pèse lourd. Grave. Mais il faut tout de suite préciser, grâce à notre source, que le mot pur ici, il s'oppose pas à quelque chose de sale ou d'impur. Non, pas du tout. Ça désigne la théorie. C'est ce qui relève de l'intellect pur par opposition à la pratique, au monde physique. C'est ça. Les analogies utilisées dans le livre pour décrire l'état de la philosophie à cette époque, elle est assez géniale. Ah oui, l'analogie du champ de bataille. Oui, c'est comparé à un champ de bataille sans fin, un peu comme dans la bande dessinée Astérix et les Goths. J'adore cette image. On y voit des chefs de clan philosophiques se taper dessus indéfiniment après avoir bu leur propre potion magique. Et cette potion magique, c'est leur certitude absolue. Voilà. Et personne ne gagne jamais, parce qu'en métaphysique, on peut rien prouver scientifiquement. Donc Kant arrive, et il veut transformer cette guerre de tranchées stérile en un vrai débat constructif. Mais pour faire ça, pour transformer une guerre dogmatique en débat, il faut une méthode. Avant même d'essayer d'atteindre la vérité absolue sur Dieu ou sur l'âme, Kant propose un truc radical. Préparer l'esprit. C'est là qu'intervient l'histoire de la hache, non Exactement, la métaphore d'Abraham Lincoln. Lincoln disait que s'il avait 6 heures pour abattre un arbre, il passerait les 4 premières heures à aiguiser la hache. C'est tellement logique. Les métaphysiciens d'avant Kant, eux, y passaient leur temps à s'acharner sur l'arbre de la connaissance avec un outil complètement émoussé. La démarche kantienne, c'est de dire on arrête de taper, on regarde d'abord la hache. On examine l'outil de la pensée. C'est ça, notre propre raison. Il faut définir ses limites, comprendre de quoi elle est capable, et surtout ce qui lui échappe par nature. Donc faire la critique de la raison, c'est faire l'inventaire de l'instrument avant de prétendre s'en servir pour percer les mystères de l'univers. C'est fascinant.
Et la méthode employée pour faire cet inventaire porte un nom très célèbre, la fameuse révolution copernicienne. Oui, une vraie bascule. On connaît tous Copernic en astronomie, il a arrêté de croire que le Soleil tournait autour de la Terre et il a affirmé l'inverse. Kant utilise exactement la même logique de renversement, mais appliquée à notre cerveau, à la connaissance humaine. Parce qu'avant cette révolution conceptuelle, la philosophie postulait que notre esprit devait s'adapter aux objets pour les connaître, comme un miroir un peu passif qui reflèterait la réalité. Alors que Kant affirme l'inverse. Oui. Ce qui est fascinant ici, c'est que ce sont les objets qui s'adaptent à la structure de notre esprit. C'est un peu dur à saisir au début. En fait, nous ne voyons pas le monde tel qu'il est en soi. Nous le percevons uniquement à travers la configuration bien spécifique de notre cerveau humain. Notre esprit n'est pas un réceptacle vide, c'est un moule. Et tout ce qui entre dans ce moule prend la forme du moule. Et c'est là qu'intervient ce mot qui fait très peur, le terme transcendantal. Ah oui, le grand mot effrayant. Mais en vulgarisant avec les sources, c'est assez limpide. Le transcendantal, c'est pas un truc mystique qui flotte dans l'éther. Ce sont les conditions qui sont déjà en nous et qui rendent notre expérience du monde possible. Tout à fait. L'exemple parfait pour illustrer ça, c'est l'espace et le temps. On a tendance à penser que l'espace est une réalité physique extérieure à nous. C'est l'intuition de base, oui. Mais si on prend le cas d'une personne aveugle de naissance qui n'a jamais vu l'espace physique de sa vie, eh bien cette personne est parfaitement capable de concevoir et de faire de la géométrie pure. Et cette capacité, ça démontre bien que l'espace n'est pas juste une observation physique extérieure. C'est un concept a priori. C'est une structure qui est intégrée d'office dans notre esprit. Le moule dont on parlait. C'est ça. C'est comme une paire de lunettes qu'on chausse automatiquement à la naissance pour décoder le monde. Sans cette structure mentale préalable, aucune donnée sensorielle n'aurait de sens. C'est ça l'approche transcendantale, étudier les lunettes plutôt que de regarder le paysage. Et c'est là que ça devient vraiment intéressant. Parce qu'une fois que cette machine à penser est démontée et comprise, Kant passe à l'action. On quitte la théorie pour la pratique. Le deuxième pilier. Oui. On arrive à la fameuse phrase, qui est d'ailleurs sur sa tombe, « Le ciel étoilé au-dessus de moi et la loi morale au fond de mon cœur ». Comment on passe de la connaissance abstraite à la morale de tous les jours. Kant veut rationaliser le bon sens populaire. Exactement. Et le livre donne un exemple génial, très concret. L'exemple de la salle de classe. Ah, le chewing-gum. Oui. Prenons un élève à qui on interdit de mâcher du chewing-gum en classe. Si l'élève demande pourquoi, la réponse typique du prof, c'est « parce que c'est comme ça se fait pas ». Ce qui n'est pas un argument rationnel du tout. Non. Et la morale kantienne, elle propose de justifier la règle par un processus d'universalisation. Au lieu de s'énerver, la vraie question à poser à l'élève serait « Voudrais-tu que le professeur mâche un énorme chewing-gum de manière bruyante tout en faisant son cours au tableau ?» Et la réponse évidente valide l'interdiction, mais de manière totalement rationnelle cette fois. C'est brillant. Et cette méthode d'universalisation, ça nous amène directement à la notion d'intention. C'est vraiment le cœur battant de la morale chez Kant. L'action en elle-même ne suffit jamais pour juger si un acte est moral ou pas. Il faut scruter l'intention. Parce qu'on peut faire une bonne action pour de mauvaises raisons. Exactement. Kant fait une distinction fondamentale entre l'action accomplie par devoir, qui a une intention pure, et l'action accomplie conformément au devoir. Par exemple, Imagine une personne qui donne beaucoup d'argent à une œuvre caritative, mais son seul but, c'est d'améliorer son image publique, d'obtenir des articles dans la presse. pour soigner sa réputation. Voilà. Son action est conforme au devoir, extérieurement c'est moral, mais l'intention est purement égoïste. Donc pour Kant, cet acte n'a aucune valeur morale pure. L'action accomplie vraiment par devoir, c'est faire ce don simplement parce que c'est l'action juste. Même si personne ne le sait. Même si personne ne le sait, et même si ça va à l'encontre de notre propre confort. C'est le désintéressement le plus total. Et ce désintéressement absolu, il s'incarne dans ce concept clé, l'impératif catégorique. Le fameux La formulation est assez solennelle. C'est « agis uniquement d'après une maxime dont tu voudrais qu'elle devienne une loi universelle ». C'est un crash test pour n'importe quelle décision qu'on prend. c'est exactement un crash test. Si l'action que je m'apprête à faire devenait la norme absolue pour tous les humains de la planète, est-ce que le monde continuerait de tourner ou est-ce qu'il s'effondrerait? Si tout le monde vole, la notion de propriété n'existait plus. Voilà, si le mensonge devenait une loi universelle, la vérité et la confiance n'auraient plus aucun sens. La société imploserait. Donc le mensonge est mal, par pure logique. Et ça dicte aussi nos interactions avec les autres. Oui, ça introduit la grande différence entre le prix et la dignité. Kant rappelle que les objets ont un prix. Une montre, une voiture, ça a une valeur d'échange, c'est remplaçable. Alors que les êtres humains n'ont pas de prix. Ils ont une dignité,
une valeur intrinsèque et irremplaçable. Donc on ne doit jamais traiter l'autre seulement comme un moyen, mais toujours comme une fin en soi. Le déjeuner de réseautage, par exemple. Inviter quelqu'un uniquement pour lui soutirer un contact, c'est le traiter comme un outil. Kant exige un respect total de l'intégrité de la personne. Mais là, il faut quand même aborder le moment où cette théorie se heurte violemment à la réalité. C'est le légendaire débat entre Kant et l'écrivain Benjamin Constant. Le dilemme du mensonge, c'est un cas d'école. Oui, ce débat est fascinant. Constant percute l'impératif catégorique de plein fouet avec un scénario dramatique. Imaginez, vous cachez un ami chez vous car des assassins le poursuivent. Ça pose l'enjeu. Les assassins frappent à votre porte et demandent calmement si votre ami est à l'intérieur. Pour Kant, le bon sens hurle qu'il faut mentir pour sauver une vie. La circonstance exige une dérogation à la règle absolue. Et la réponse de Kant est célèbre pour son intransigeance qui paraît presque glaciale. Il refuse le moindre compromis. Aucun. Aucun. Pour lui, la morale est inconditionnelle. Si elle commence à s'adapter aux circonstances ou aux émotions, même pour l'amitié, elle devient un simple calcul d'intérêt. Kant affirme que le mensonge est toujours un crime contre le principe même de la vérité. Mais c'est perçu comme humain de dire ça. Dire la vérité ici, c'est livrer son ami aux assassins. C'est de la logique abstraite contre du sang humain. On pourrait le voir comme ça. Mais la justification de Kant repose sur la notion de contrôle des conséquences. Il dit que l'humain ne maîtrise jamais les conséquences de ses actes. Si tu mens en disant que l'ami est parti vers la forêt, tu penses le sauver. Oui. Mais que se passe-t-il si, pris de panique, ton ami s'est échappé par la fenêtre et court justement vers cette forêt? Par ton mensonge, tu as envoyé les tueurs droit sur lui. Ah, la tuile. Dans ce cas, selon Kant, tu deviens responsable des conséquences de ton mensonge. Alors qu'en disant la vérité, tu t'en tiens à la seule chose que tu maîtrises, ta propre droiture morale. Les conséquences tragiques appartiennent au destin ou aux assassins, pas à toi. Ça montre bien que la morale n'est vraiment pas faite pour nous rendre heureux ou même nous rassurer. C'est fait pour nous rendre dignes du bonheur, comme l'explique le livre. Si le bonheur arrive, tant mieux, mais ça ne doit pas être le moteur. C'est d'une exigence absolue. Ce qui nous amène tout droit au troisième axe, la religion. Comment un gars qui met la raison et le devoir rationnel au-dessus de tout le reste gère-t-il la religion? Avec beaucoup de prudence au départ. Kant s'inspire de Descartes qui disait « Larvatius prodeo », j'avance masqué. Mais il finit par y aller franco. Oui, il soumet la religion à la critique sévère de la raison. Et ça soulève une question importante. Si l'homme a déjà cette fameuse loi morale au fond de son cœur, à quoi sert la religion? Pourquoi on aurait besoin d'institutions? Bonne question. La réponse vient d'un concept très sombre de Kant, le mal radical. Le mal radical. Oui, bien que l'humain comprenne la loi morale, il a un penchant presque insurmontable à faire passer son petit intérêt personnel avant le devoir. On veut toujours tricher avec la règle. Donc la religion, quand elle reste dans les limites de la simple raison, elle sert de garde-fou collectif. Une sorte de béquille pour notre morale défaillante? Exactement. Elle structure l'effort moral contre ce mal radical. Sauf que Kant dénonce vivement les dérives. Il sépare l'Église visible de l'Église invisible. L'Église invisible, c'est l'idéal intérieur, la foi morale pure. La bonne version pour lui. Et l'Église visible, c'est l'institution, avec ses dogmes, ses rituels, le pouvoir. Et pour lui, le désastre, la folie religieuse, c'est quand l'institution remplace la foi morale intérieure. C'est le faux culte. Quand on pense qu'un rituel extérieur va remplacer l'effort moral d'être une bonne personne. Cette dérive. Il met au même niveau le grand prélat d'une cour européenne couvert d'or qui fait des génuflexions grandioses. Et le chaman des Tungus en Sibérie. C'est ça. Le chaman qui demande à une peau d'ours de ne pas le tuer en vengeance. Pour Kant, c'est exactement le même fétichisme superstitieux. On demande à une puissance magique de régler nos problèmes moraux à notre place, au lieu d'agir par devoir. C'est une fuite en avant. Et pour éviter ça, la synthèse de Kant est assez radicale. Le Christ n'est plus perçu comme un être magique, mais comme un modèle anthropologique. C'est une direction exemplaire vers laquelle on doit tendre moralement. Une boussole humaine plutôt qu'un mythe. Tout à fait. Alors, avec cette métaphysique si exigeante, cette morale rigide, cette religion épurée, qu'est-ce que tout cela signifie quand on regarde l'histoire globale? Comment des individus, avec tout ce bagage, cohabitent-ils sur le long terme? C'est le dernier pilier, l'histoire. C'est là qu'il introduit un concept vraiment brillant, l'insociable sociabilité. L'insociable sociabilité. C'est un superbe paradoxe. Oui,
L'humain a un besoin vital de s'associer aux autres pour survivre et se développer. Mais en même temps, il a une envie féroce de s'isoler, de n'en faire qu'à sa tête et de dominer les autres. On ne peut pas vivre sans eux, on ne peut pas vivre avec eux. C'est le résumé parfait. Et pour bien comprendre, l'analogie de la forêt détaillée dans notre source est visuellement très forte. Ah, les arbres de la forêt. Oui, pensez aux arbres dans une forêt dense. Pour survivre et capter la lumière face à la concurrence des autres arbres, ils sont forcés de pousser très droit et très haut. La contrainte des voisins les pousse vers le haut. Exactement. S'ils étaient tout seuls au milieu d'un champ, sans concurrence, ils pousseraient de manière anarchique, complètement tordus et rabougris. L'humain, c'est pareil. C'est le même mécanisme. Si l'on relie ça à la situation de l'histoire dans son ensemble, la rivalité, les conflits, c'est pas juste tragique. C'est le moteur imposé par la nature pour nous forcer à dépasser notre paresse. L'histoire, pour Kant, avance par la friction. On passe donc d'une phase de concorde endormie, où on est juste des moutons pacifiques mais ignorants, À une phase de discorde éveillée, c'est la guerre, les conflits, la civilisation dans la douleur. pour espérer atteindre, in fine, la concorde éveillée. Cette concorde éveillée, c'est la création du droit cosmopolitique. L'épuisement des guerres forcera l'humanité à créer des lois internationales protectrices. C'est l'administration universelle du droit. Pas parce qu'on devient subitement gentil, mais par nécessité de survie. C'est fou de penser qu'il conceptualisait déjà nos institutions internationales. En résumant tout ça, le système kantien est incroyablement cohérent. C'est une vraie architecture. On part de l'examen de notre propre cerveau avec la raison pure, on passe à notre boussole intérieure avec le devoir moral, Ensuite, on épure la spiritualité avec la religion rationnelle. et on finit par justifier nos querelles de voisinage qui, au final, font avancer l'humanité entière vers la paix juridique. C'est une progression magistrale de l'individu vers l'universel. Sous sa rigueur technique, c'est une philosophie qui est profondément confiante en la capacité de l'humain à s'élever par la raison. Et pour clore cette analyse, je voudrais laisser ceux qui nous écoutent sur une réflexion un peu vertigineuse qui émerge de tout ça. Allez-y, je suis curieux. Si la véritable moralité kantienne exige une intention totalement pure, désintéressée et détachée de notre propre bonheur, et si, comme on l'a dit, notre conscience est notre seul vrai juge, invisible aux yeux du monde, Oui. sommes-nous jamais capables de savoir avec certitude si nous avons accompli au moins un seul acte véritablement moral dans toute notre vie? Ah oui, c'est troublant. Notre égoïsme n'est-il pas si subtil qu'il se cache même derrière nos actions qui paraissent les plus nobles et les plus vertueuses? Le besoin de se sentir bien, d'avoir fait le bien. Exactement. C'est une question vertigineuse à méditer pour réexaminer les vraies motivations de nos choix au quotidien. Merci beaucoup pour cet échange passionnant. Merci, c'était un plaisir de décortiquer tout ça. On se retrouve très vite pour une prochaine exploration au cœur du savoir. Bonne réflexion à tous.